C'est l'enregistrement. Je vais donc partager mon écran. Et je commence par la petite phrase habituelle. Marcel, je suis très heureux de t'accueillir pour ta conférence qui va nous parler des ornières et attraits des chemins vers l'humanité numérique. Et je te remercie en plus d'avoir accepté que nous filmions cette conférence pour la rendre publique ensuite. Marcel, à toi la parole. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais afficher maintenant, voilà, les conversations. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Très bien. Donc, ben voilà, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, etc. Vous êtes pour beaucoup des copains, des collègues, des amis, et donc je suis vraiment très heureux d'être avec vous pour cette dernière conférence. Alors, vous avez vu le titre, je dois vous dire que j'étais un peu perdu, dans le sens que initialement, vous savez, quand on ne parlait pas encore du Covid, j'avais pris le rôle de, vous savez, grand témoin qui allait raconter les grands faits saillants de la conférence et tout. Et puis, malgré tout, vu cette activité qui a très bien fonctionné, c'est pas ça le problème, mais à distance, qui rendait quand même difficile les contacts, les petits mots d'après-communication aux conférences, ben, on m'a dit, ben, écoute, fais une conférence, quoi. Et donc, voilà. Vous voyez des mots qui sont là, il y a des ornières, mais il y a des aspirations, il y a des chemins, il y a de l'histoire, et c'est effectivement cela que je vais de cela que je vais m'entretenir avec vous. Alors, à mon habitude, mais n'y allez pas tout de suite, le diapo sera disponible sur ml-optique-2020. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des adresses avec un concaténateur, un écraseur d'adresses. Elles commencent toujours par http://bit.ly et il faut juste noter les mots en faisant attention aux majuscules et aux minuscules. Alors, dans une première partie, ce qui va m'intéresser ici, et c'est un privilège de mon grand âge, c'est de faire peut-être un rapide survol des outils des TIS, puisque dans optique, il y a quand même le TIC, des recherches, des pratiques, ce genre de choses. Alors, je vous m'en garde tout de suite. Si je dis que d'abord, il y a eu X et qu'ensuite, il y a eu Y et qu'ensuite, il y a eu Z, ça ne veut pas dire pour moi que Z est devenu la panacée. Non. Peut-être que le numérique a un petit peu écrasé le livre, mais le livre est toujours là et le livre n'a pas encore vraiment remplacé la tradition orale. Ensuite, je vais vous parler de catégories fort subjectives. Ne comprenez pas ça non plus comme des catégories. Tout cela doit se recouvrir. J'ai vraiment, quand je le dis, une vision systémique, mais c'est le propre de la parole. On ne peut dire qu'un mot devant l'autre, on ne peut pas tous les dire en même temps, sauf sur un nuage de mots. Alors, ben voilà, rapidement, je parlerai déjà des années 83. Et là, ben, je suis très heureux que Bernadette Charlier et Brigitte Denis, qui était déjà à travailler avec moi et j'étais déjà à apprendre avec elle dès ces années-là. Ben, j'ai mis simplement un symbole de vidéo. Et puis, il y a eu ce qu'on appelait l'ordinateur. L'ordinateur. On est déjà dans les années 85-90. Et puis, on a commencé à dire, oui, mais vous savez, l'outil, c'est pas ça qui est important. Combien de fois on m'a dit, tu sais, Marcel, l'outil n'est que l'outil. J'ai envie de vous dire, entre parenthèses, quelle bêtise, mais enfin, voilà. Mais on a parlé surtout, c'est vrai, à ce moment-là, entre 90 et 2000, des méthodes. Et puis est arrivé les notions de cohérence, j'ai envie de dire les vraies questions pédagogiques, avec une recherche qui a avancé également. Au début, essentiellement quantitative. Est-ce que les élèves ont de meilleures notes? Voilà, je résume très fort. Ensuite, on est passé quand même à non plus l'idée de recherche d'invariants, de recettes, de théories, mais à une idée plus qualitative, me semble-t-il, de modèles. Et puis, on a essayé d'aligner aussi, pas seulement l'enseignement, mais aussi les recherches. Et finalement, je terminerai avec une approche systémique pour arriver à l'école, ce que j'aime bien appeler l'école entre guillemets,
c'est-à-dire la vie. Hein. Je crois que dans une toute première dia de ce colloque, on avait mis l'école, c'est la vie, l'école au XXIe siècle. Alors, êtes-vous prêt au voyage? J'ai repris cette citation de Michel Fabre dans un livre qui m'avait beaucoup marqué sur éduquer pour un monde problématique avec sa métaphore de la carte, vous savez, la carte Michelin et de la boussole. En effet, il le dit, nous étions des terriens dans un monde stable, nous voilà devenus des marins dans un monde héraclitéen où tout est changement, déconstruction et reconstruction. Déjà en 1983, et j'ai chaque fois mis ici, au lieu de mettre des références habituelles, vous aurez mes dires, donc vous pourrez les retrouver. Tous les articles que je vous montre, je les ai retrouvés sans peine sur Internet. On a déjà quelqu'un qui avait quand même travaillé dans ce qu'on appelle maintenant des méta-analyses. Hein. C'est-à-dire, il prend des dizaines, des centaines de recherches, il essaie de voir des tendances au travers de tout ça, ce qui reste une vue très intéressante. Et il avait dit finalement que l'ordinateur, on appelait ça comme ça à l'époque, il n'apportait pas plus que le camion qui apporte les victuailles dans une épicerie, tout en disant que ce qui importe, ce n'est pas vraiment le camion, hein, on dirait le média actuellement, mais c'est le contenu. Et j'ajouterais peut-être à M. Clark dès les années 83, en faisant une petite pirouette temporelle, oui, bien sûr, le contenu, mais peut-être aussi l'éducation à la santé. Alors, voilà, mais le véhicule. Hein. Alors, ici, j'ai voulu le citer. J'ai voulu le citer, vous savez, quand on se fait une conférence, on veut se faire des petits plaisirs en espérant qu'ils seront partagés par d'autres. Je cite avec plaisir Richard Préjean. Richard Préjean, je ne sais pas si vous serez d'accord, je vous l'ai dit, je serai subjectif. C'est un peu le père de la pédagogie universitaire et du conseil de l'accompagnement des enseignants. Et il disait là que tous les moyens, vous voyez, il y va, hein, audio, scripto, visuel, écrit, informatique, n'ont aucune vertu pédagogique particulière. Ils amplifient les gestes du professeur et il dit dans son livre hein, qui était là, La préparation d'un cours, bon Dieu, combien j'ai ouvert ce livre à l'époque où je devenais parmi d'autres conseiller pédagogique, sont rarement attribuables aux moyens seuls. Et finalement, pour en arriver, oui, je fais des petits sauts temporels. Là, je pars de avant 2000, 90, 96. J'avais lu un bouquin Intégrer les technologies pour un apprentissage significatif. C'était un gros bouquin. Et quand je suis arrivé dans les dernières lignes, voilà la phrase que j'ai reprise. Souvenez-vous simplement de ceci. Un enseignement efficace avec les technologies est un enseignement efficace quels que soient les moyens utilisés, ce qui nous ramène quand même à des fameuses questions pédagogiques. On avance un tout petit peu, on est là en 91, une méta-recherche de Clark and Craig, on retrouve ces noms-là avec les culiques à l'époque. Multiple média, vous voyez ce mot, multiple média, on n'osait même pas encore dire multimédia, multiple média. Alors, note, ne sont pas les facteurs qui influencent l'apprentissage. Les gains que l'on relève dans les études sont plus que probablement, disent-ils, on est en 91, vous vous rendez compte, c'est il y a 30 ans, dû aux méthodes d'enseignement. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, avant 2000, vous l'avez compris, autour des années 90? On s'intéressait beaucoup à l'amélioration, et ici je dois être bref, hein, des notes des étudiants. Et donc on faisait un pré-test, un groupe témoin où on n'utilisait pas l'ordinateur, un groupe témoin où on l'utilisait, on faisait un post-test et on regardait si éventuellement, c'était une hypothèse, les résultats au post-test étaient plus grands. Alors, voyez les résultats, là, ce fameux effect size dont on parle dans les recherches, en particulier les méta-analyses. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Quand vous mettez les résultats des élèves, vous avez généralement des courbes en forme de cloche, là, un peu comme ceci. Dire que l'effet est de 15% ou 66%, c'est plus petit que 1, que 100%. Eh bien, je vous montre ici sur la figure un effet de 1. La gaussienne se déplace de une unité d'écart type. Et ici, on parle de résultats
globaux intégrés, si vous voulez, de 15 à 66%. Alors, évidemment, ça vient sans doute dans votre esprit. Bien sûr, il y a un léger avantage qui avait été détecté dès les années 95 par Kulik. Il disait quand même, mais quand c'est le même enseignant qui s'occupe du groupe avec et sans, ben, pratiquement les effets disparaissent. On trouvait également des questions en se disant, oui, mais attendez un petit peu, la nature des tests, qu'est-ce que c'est? Ces tests qu'on fait avant et après. Bah, c'était des tests des QCM, parce que, attention, les chercheurs, ils veulent des tests standardisés. Alors, évidemment, c'était les mêmes tests pour tout le monde, avec des cases à cocher, pardon, et des choses comme ça. Mais ce qui demeurait, c'était quand même, il doit y avoir des variations qui ne sont pas tellement liées à la présence ou l'absence, comme variable indépendante de la technologie, mais plutôt à la façon de faire. Avant 2000, il n'y en a pas beaucoup qui osent parler de cela. Moi, je le fais chaque fois. Il y a des livres qui sont sortis, mais avec de grosses comparaisons qui avaient été faites sur beaucoup d'études. Ici, j'ai pris la version de 99 de ce qu'on a appelé le NSD, No Significant Difference. Quand on fait des recherches avec et sans, ben, il n'y a pas vraiment de grandes différences significatives. Et ici, un petit clin d'œil aux amis du LLL. Voilà un numéro de février 2004 qui parle donc de ce NSD. Pas de différence significative, mais quand même, des gens ont repris encore actuellement. Ces recherches se font. Et les conclusions, c'est, j'aime beaucoup, but maybe we are looking at the wrong things. Peut-être qu'on ne regarde pas où on devrait regarder. Ben, pourquoi? Ben, pour trouver des effets parmi. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est bien, mais vous me dites que la méthode est importante, mais c'est quoi? C'est quoi ces méthodes? Quelles en sont les caractéristiques? Alors, j'avais été frappé dès les années ici 92 déjà, parce que il n'y a pas de rupture nette à un moment donné. Il y a des personnes qui faisaient encore des tests expérimentaux, quand d'autres s'interrogeaient sur les méthodes. Et ça, c'est une recherche, de nouveau, une méta-recherche qui m'avait beaucoup intéressé, qu'il disait finalement, on constate quand même des effets, on constate davantage d'effets quand au lieu de parler d'une classe en bloc, vous savez, tous les élèves devant le prof, même s'ils travaillent avec des ordinateurs, on avait plutôt affaire à des petits groupes. Vous savez, à l'heure actuelle, les pédagogues appellent ça des îlots. Bon, on avait déjà l'idée. Au lieu d'avoir des leçons, des cours, on était plutôt dans, j'ai repris le mot anglais, facilitation dans le coaching. Au lieu de s'adresser aux meilleurs étudiants, vous savez, ceux qui sont devant, qui lèvent la main tout le temps, il semblerait qu'on s'adresse à davantage d'étudiants et donc, sans doute, un meilleur engagement des étudiants. Il remarquait aussi que, au lieu de parler dans les dispositifs pédagogiques de thèses, d'examens, on était plutôt à évaluer sur des productions et des progrès. Les structures devenaient plus coopératives et, oh là là, ça fait du bruit à l'époque. Au lieu d'enseigner à tous la même chose, on parlait de différenciation, de contenu, de méthode, d'objectifs, etc., etc. Et on voyait émerger, déjà à l'époque, des modes d'expression nouveaux, au travers des... Il y avait déjà des outils de dessin sur les ordinateurs et ces choses-là. Alors, en 2000, c'est aussi un petit rappel, l'histoire de ce qui était l'IPM, qui est devenu le Louvain Learning Lab. On avait invité Salomon qui était aussi un des pères des technologies éducatives, qui avait été, je crois, une année avant, nommé docteur honoris causa à Leuven, donc la sœur flamande de l'université de Louvain à Louvain-la-Neuve, et qui nous avait dit, c'est là, not the computer alone. Laissons les informaticiens, les technologies, etc., nous montrer ce qui peut être fait. Mais
demandons à des considérations éducatives de déterminer ou de choisir en tout cas ce qui sera vraiment fait dans la réalité. Salomon disait les caractéristiques des méthodes qui s'accordent bien avec les TIC, c'était quand même où l'ordinateur n'était pas occupé par le seul enseignant. Hein. Vous allez me dire, mais c'est plus le cas, mais si c'est encore le cas, regardez ce qui est fait avec les LMS, hein, les plateformes, c'est l'enseignant qui est le plus actif, hein, il met des données, des PDF, etc., etc. Mais lui, il parlait d'une autre activité, hein, cette coactivité. Je reprends peut-être des mots qui ne sont pas de l'époque, mais cette créativité, cette co-construction par les élèves. Il disait dans les cours, habituellement, les connaissances sont séparées des usages, la théorie est séparée de la pratique. On se rend compte qu'avec l'éthique, les connaissances et les usages sont beaucoup plus entremêlés. Il n'y a pas une sorte de distillation des savoirs qui évite les anecdotes, les faits particuliers, etc. Il y avait une idée de ne pas nécessairement tout voir la matière, mais de la voir en profondeur, l'apprentissage en équipe, intéressant. Les cours étaient un peu en silo, hein, les fameuses ornières dont j'ai parlé, liées aux disciplines, hein, 1 heure de maths, 1 heure de français, 1 heure d'anglais, 1 heure de géographie, etc. Et il disait, les usages où on constate des effets hein, des technologies, c'est plutôt un cadre interdisciplinaire avec le professeur qui n'est pas le sage on the stage, hein, le sage sur l'estrade, mais le guide finalement, le guide on the side, l'accompagnateur des apprentissages. En 2000, voilà un article dont on n'a pas beaucoup parlé. Moi, je l'utilisais quand même dans mes cours. Christelle Liseau l'a peut-être déjà vu quand elle était mon étudiante. C'est cette revue qui avait été faite. Hein. Alors évidemment, moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les articles. Mais quand même, 2200 études avaient été scannées, si vous voulez, et 760 avaient été retenues pour le propos de la recherche. Et la conclusion, c'était de dire que les technologies de l'information, dites le TIC, le numérique maintenant, comme vous voulez, peut augmenter l'apprentissage when the pedagogy is sound, c'est-à-dire où elle est relevante, où la pédagogie a pris le premier pas. Et, tenez-vous bien, où il y a une bonne cohérence, un match, entre les techniques, les méthodes et les objectifs. Alors là, vous voyez, on avance un peu d'un pas. Là. On n'est pas seulement dans les contenus, hein, le fameux camion, on n'est plus seulement dans les méthodes en général, mais on arrive dans la cohérence. Alors, en 2001, petit coucou à mon ami Jean-Charles Callier, j'ai retrouvé, hein, parce que j'ai été revoir quand même un peu mes archives, j'ai retrouvé une communication que j'avais faite à Lille en 2001, et où je disais déjà que ce serait peut-être bien de considérer d'autres formes de savoir comme référents à l'évaluation des technologies. Pas seulement des tests de connaissances, mais peut-être d'autres choses plus formatives liées à des réalisations de l'élève, à des projets, etc., etc. Et je disais, j'osais en conclusion de cette présentation dire que l'effet des technologies semblait être majeur dans des environnements pédagogiques plus proches de la manière par laquelle l'individu apprend. Je voulais me raccrocher là aux recherches qui étaient faites à l'époque, qui disaient apprendre, c'est mémoriser, apprendre, c'est être capable de réaliser des projets, apprendre, c'est se construire personnellement. Vous voyez, différentes facettes, une multiplicité de facettes de l'apprentissage. Alors, pour vous donner un exemple, et ici, évidemment, je saute dans l'actualité, enfin, il y a quelques années, peut-être vous avez lu ce dossier qui est aussi accessible sur le web, Connecté pour apprendre. Et c'est réalisé par l'OCDE, c'est le cadre des enquêtes PISA, mais cette année-là, au lieu de simplement travailler l'écrit, les langues, les mathématiques, les sciences,
ils avaient ajouté certains volets à leurs enquêtes sur le numérique. Et évidemment, ils ont fait des corrélations entre l'usage du numérique et les résultats des élèves. Et la conclusion était cinglante. Elle a fait un grand boom sur les réseaux sociaux à l'époque, donc vers 2016-2017, j'imagine. Les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique dans le domaine de l'éducation n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On dirait que le NSD, pas de différence significative, qui était déjà là dans les années 90, ben, il revient au galop. Et là, je me suis dit, je ne peux plus me taire. Et j'avais réagi de manière assez forte sur les réseaux sociaux. Je m'étais fendu quand même de plusieurs lignes sur ce point en disant, mais attendez, comme on disait, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faudrait peut-être critiquer, c'est un peu ce que j'essaie de faire là maintenant, critiquer ces résultats. Alors mes commentaires qui datent eux aussi, je pense, vous voyez, 16 septembre 2015, c'était de dire, et c'est un constat, c'est un constat que je fais quand même assez lourdement et toujours. Si on fait la même chose qu'avant avec les nouveaux outils, pas étonnant d'avoir des résultats comparables. Autrement dit, on a les vidéos, on a les YouTube, mais finalement, on voit des professeurs qui donnent cours au tableau et le fait que ça passe par une vidéo, pour moi, ne me stimule pas beaucoup. Et donc, j'avais un peu symbolisé ça avec ma métaphore de l'aspirateur, sans savoir que d'autres avaient appelé ça l'effet diligence. Ma deuxième remarque, je l'avais déjà introduite, si on me parle des résultats des élèves à des tests standardisés de connaissances, souvenez-vous, les 15 à cocher, ce n'est pas là, pour moi, je m'expliquerai là-dessus, que ce n'est pas là où se nichent les effets du numérique. Et ma troisième remarque est peut-être très impertinente, surtout avec des élèves qu'on dit digital natives, forme-t-on vraiment les élèves à ces savoirs-là, à ces compétences-là? C'est-à-dire que si on me dit que les effets du numérique se cachent peut-être dans la dynamique, la mutualité qui se développe autour des connaissances, si vous voulez, ben oui, d'accord, mais quand moi je vois dans la librairie ici à Louvain-la-Neuve qu'il y a quand même un rayon de 2,50 m avec des livres sur comment travailler en équipe, comment travailler l'information, il y en a sans doute qui imaginent que le fait de mettre des ordinateurs dans les classes, les compétences, elles vont arriver toutes seules. On est toujours quand même si on est à l'ère numérique, on est quand même toujours dans une certaine forme de pensée magique. J'attame ma deuxième partie. Ma boussole. Alors, ça fait toujours rire les pédagogues quand j'ose utiliser Monsieur Bix en le mettant dans un triskel breton. C'est comme ça. Moi, ces représentations où on voit l'alignement pédagogique avec les objectifs d'abord, les méthodes ensuite, les évaluations à la fin, je dis, mais vous voulez rigoler ou quoi? En fait, bien sûr qu'il y a une cohérence à rechercher, je ne la nie pas, évidemment, entre les objectifs, les méthodes et les moyens d'évaluation, mais tout ça est itératif, tout ça est systémique. Un professeur va commencer par une méthode, ensuite il va se dire quel objectif, il va repréciser ses objectifs, il va passer par l'évaluation, il va revenir sur ses méthodes, et alors ça a été quand même un grand scandale chez certains. Bix, je l'ai complété puisque moi je travaillais dans le numérique. Il n'y avait pas grand-chose là-dedans et donc j'ai rajouté un triplet, enfin un troisième pôle, c'est quand même mieux qu'un triangle finalement ce truc-là, qui parlait donc des outils et j'ai eu le plaisir finalement de parler de cela avec Monsieur Bix qui l'a d'ailleurs adopté dans un article qui est venu après où il parlait évidemment de l'e-learning parce que c'est une façon d'introduire cet e-learning dans l'alignement pédagogique. Alors, les objectifs, je vais aller vite. On a beaucoup parlé de cela. On a beaucoup parlé de Monsieur Schleicher, là.
Vous savez, c'est celui qui a dit l'école doit préparer à des changements rapides, à des emplois qui n'existent pas, des technologies qui ne sont pas encore inventées, des problèmes que nous ne savons encore rien. Tiens, c'est amusant par rapport à ces problèmes dont nous ne savons encore rien. Il y a quelques années d'ici, il y avait des gens qui rigolaient, je trouve qu'ils rigolent beaucoup moins, mais enfin, je ne sais pas vraiment pourquoi. Alors, il parlait aussi de l'enseignement belge en disant cette phrase aussi fameuse, hein, qui demanderait évidemment tout un débat. Vous avez des élèves du 21e siècle, ça on ne peut pas le nier, des enseignants, une pédagogie du 20e, enfin je parle pour moi, et une organisation du travail du 19e. Et là, évidemment, il parle des autres facultés sociales, émotionnelles, la résolution de problèmes, l'entrepreneuriat, la créativité, l'imagination, évidemment des compétences fondamentales, et Margarida Romero ne me contredira pas. Et il dit, donc c'est valable pour les Belges, hein, donc si vous êtes français, suisse, ça ne vaut sans doute pas pour vous, mais l'enseignement belge fonctionne encore comme une usine, nous dit-il. Alors, petit coucou à Ken Robinson, hein, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, et d'un livre aussi où il parlait de ce futur. Hein. N'oubliez pas, je suis dans le point sur les objectifs. Hein. Alors, je n'allais quand même pas vous ressortir Bloom et les autres. Hein. Je vous parle ici de Ken Robinson, qui me dit que l'enseignement actuel est fondé sur une vision étroite des capacités intellectuelles qui induit des programmes limités, des méthodes pédagogiques standardisées et des systèmes d'évaluation impersonnelle dominés par les résultats bruts et les notes. Tiens, et les notes. Ah oui, j'aurais dû noter. Et voilà, considérer l'élève dans son ensemble et peut-être mettre en place une école qui permettrait à chaque élève de trouver, hein, c'est le titre de son livre, son élément. Alors ici, deux phrases que j'aime bien, hein, sur Bernard Stiegler, qui est aussi disparu il y a pas très longtemps dans une très belle vidéo, allez la voir, entre Michel Serres et Bernard Stiegler, où il nous parle de cette toxicité que l'on dit, hein, du numérique, où il reprend finalement les propos de Socrate, hein, le pharmacon, Socrate qui disait déjà que l'écriture, considérée comme un outil technologique, était à la fois un remède et un poison, mais que la solution était en nous. Et Michel Serres, parlant des smartphones et tout, hein, où les savoirs se trouvent extériorisés, hein, c'est un peu comme une dépendance de notre cerveau quelque part. On n'a pas le cerveau qui se vide, on a simplement des régions de notre cerveau qui se libèrent, peut-être, dit-il, pour faire d'autres choses, ce qui n'est pas en désaccord avec les théories actuelles de la plasticité cérébrale et les autres. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, les fameux C, les compétences du 21e siècle, on les retrouve sur toutes sortes de choses. Mais évidemment, Margarida a parlé de ça lors de la première conférence introductive. On retrouve les mêmes mots, hein, bon, peu importe dans quel ordre. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais on retrouve des choses comme collaboration, esprit critique, créativité, responsabilité sociale, communication, lifelong learning, etc. Et un jour, mais je l'avais fait exprès, hein, quelqu'un m'a dit « Oui, mais avec toutes ces compétences, bientôt, les étudiants ne sauront rien. Regardez-moi ça, il n'y a même pas les savoirs. » Alors, dans la figure réelle que vous trouverez sur Internet, mais oui, les savoirs, ils sont, les voici, ils apparaissent, les sujets, les disciplines, etc. Mais ce n'est pas une figure anodine, vous savez. Ce n'est pas juste un petit dessin joli. Non, 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 regardez bien, les disciplines et les contenus, les savoirs, si vous voulez, ce qu'on appelle comme ça, ils sont externalisés, ils sont mis à l'extérieur. Il n'y a pas longtemps d'ici, quelques dizaines d'années, on aurait mis les savoirs au centre, le programme, et les compétences autour, quelque chose que l'on développe ou qu'on ne développe pas, bon, etc., etc., etc. Ici, ils ne sont pas au centre, ils sont externalisés, ils sont rendus disponibles, si vous voulez. Alors, oui, les objectifs, je continue là-dessus. Question de méthode, après les objectifs, si vous voulez que je vous lise deux, trois petites choses, ma phrase à moi quand on me dit « mais qu'est-ce que c'est enseigner ?» Enseigner, former, enfin tout ce que vous voulez, hein, ça peut être regardé
comme la mise à disposition du futur formé d'occasions où il puisse apprendre, point. Un jour, quelqu'un m'a dit, on voit bien que vous êtes un socio-constructiviste. J'ai dit, mais pas du tout. Si dans un de vos cours, à un moment donné, vous trouvez que pour ce point de matière, la meilleure façon, ce serait de faire une transmission pendant 10 minutes, ben, c'est mettre à la disposition du futur formé des occasions où il puisse apprendre. C'est un processus interactif et une activité intentionnelle. Je vais vous passer l'histoire de Michel Serres, hein, qui remet un peu en question de la transmission des savoirs en nous disant, à la bibliothèque de Lyon, hein, de l'école centrale, ben, en nous disant qu'il faut aller dans les bibliothèques. Mais il faut surtout en sortir. Parce que si vous restez dans des bibliothèques, vous finirez par écrire des livres sur les livres. Alors, des méthodes, ben, on trouve hein, dans l'inspiration, et je dis ça positivement, hein, behavioriste, hein, un peu enseignement programmé, si vous voulez, ben, des Robert Gagné qui présentent des conditions, ce qu'il appelle des learning steps, hein, attirer l'attention, rappeler les préalables, etc., etc., évaluer la performance, favoriser le transfert. Oui, mais à cette époque-là, excusez-moi de présenter mes choses, mais c'est les choses qu'on fait le mieux, c'était déjà l'époque de la création des LMS, hein, Moodle, Caroline et toutes les autres. Moi, j'avais réfléchi un peu plus loin. Je ne parlais pas seulement de méthode, je ne voulais pas faire une théorie sur l'apprentissage comme on m'a dit, non. Je voulais faire une sorte de patron, un template, quelque chose que je pourrais communiquer aux enseignants en disant faites attention à ça, en montrant par exemple mes 5 doigts. Et les 5 doigts, ben, c'est faire attention aux informations, aux ressources. Oh non, non, pas seulement les contenus. Non, 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 non. La présentation du dispositif, les critères, comment ça va se passer l'évaluation, les ressources, bien sûr. Comment on va agir sur les motivations au travers des contextes, au travers du sens. L'activité qui est bien sûr centrale. Qu'est-ce que mes étudiants vont faire? Non pas qu'est-ce que moi je vais faire comme enseignant. Et finalement, les productions. Là aussi, ben, ça a fait pas mal de remous hein, aussi chez des pédagogues qui me disaient oui mais la production ça fait un peu entreprise ou quoi. On me disait c'est plus important le processus. Ben, on voit très bien dans les tendances actuelles où on nous parle de projets, de portfolios, de conserver les traces, etc., que cette idée d'associer les productions au sein de ce modèle pragmatique, si vous voulez, modèle pragmatique de construction de dispositifs pédagogiques qui associent, comme vous le voyez, des activités d'enseignement-apprentissage avec les objectifs exprimés en termes de savoir, de compétences, de learning outcomes, etc. Il y a eu beaucoup de recherches hein, sur les méthodes actives. J'en cite deux, j'ai pris dans mon dossier 2014 parce que j'étais environ là, mais Freeman, par exemple, qui montre que contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans des classes de sciences, d'ingénieurs et de mathématiques, mais non, les méthodes actives ne sont pas élitistes et au contraire, elles diminuent la quantité de drop-out, si on veut, la quantité d'échecs, etc. Mon interprétation, c'est que ben, on n'a jamais pensé à ça, mais enfin si, il y en a qui ont pensé, mais c'est peut-être tous ces échecs dans l'enseignement supérieur, c'est peut-être parce que la forme principale de cet de cet enseignement ben, ne convient pas à certains élèves qui seraient beaucoup plus dans la créativité, dans le dynamisme, dans la collaboration, etc. Vincent Fayet, ben, je vais quand même dire le mot, hein, à propos des classes inversées, ben, il fait le même constat que ce n'est pas les étudiants dits les meilleurs qui profitent le plus des classes inversées. Ah non, au contraire, parfois les étudiants dits bons, hein, les meilleurs, ben, ils sont tellement habitués à retenir des choses, à faire ce qu'on leur dit, etc., que dès qu'ils se retrouvent en classe inversée, ils sont un peu perdus. Alors, je vais aller assez vite hein, sur la recherche ISUP. Marianne Frenet en avait déjà parlé. Donc, voilà encore une recherche
qui reliait plusieurs collègues. On voit Bernadette, on salue Daniel Peraya, évidemment. Nous y étions avec Françoise Doc, hein, qui est toujours LLL pour l'instant. On avait mis là, on va, vous voyez, on n'est pas dans des recettes, on était sur des dimensions sur lesquelles les enseignants peuvent jouer finalement. J'aime bien cette idée de curseur. Et vous avez une sorte de diagramme radar où évidemment, on peut concevoir différents types de dispositifs suivant le fait où on a beaucoup recours aux ressources externes, on a beaucoup de ressources multimédia, on a des outils synchrones, on a, si vous voulez, des images radar. Et effectivement, à partir de ces dimensions, on a émis 6 types de formations. Il y en a 3, type 1, 2, 3, plutôt orientés transmission, enseignement, utilisation de parcours pédagogiques, donc assez dirigés par l'enseignant, et d'autres, 4, 5, 6, où l'enseignant est plutôt comme un accompagnateur, il fournit aux élèves une sorte d'écosystème d'apprentissage. Et là, vous voyez, pour moi, c'est un peu sans appel. On a examiné différents types de dispositifs chez les enseignants et puis on a interrogé les étudiants, hein, ce qui montre quand même une certaine approche plus développée que certaines recherches où on interroge simplement les enseignants sur leur perception. Mais on a montré évidemment que tous les paramètres pédagogiques liés à la motivation, à la perception de développement de compétences, au plaisir des productions finalement, augmenter avec ces pédagogies de plus en plus actives, de plus en plus interactives. Alors, le numérique aujourd'hui, je termine par ça, vous le savez, des choses qui vont vite, hein, un livre là qui est bien connu d'Hartmut Rosa sur l'accélération telle que nous l'apercevons. Moi, je vous dis simplement, si on regarde les 3 grands jalons, hein, suivant Harari et les autres, du développement de l'humanité, mais l'écriture, ça remonte quand même à 3 ou 4 000 ans, allez, on va dire 200 générations. L'imprimerie, on est à 5 ou 6 siècles, 20 générations. Le numérique, 2, 3 décennies, allez, une bonne génération. Et donc, effectivement, nous ressentons ce caractère oppressant, alors que certains ont encore, sont encore dans la tradition orale et n'ont pas encore tout à fait compris le rôle du livre dans l'enseignement, sous prétexte que le livre a été écrit par quelqu'un d'autre, hein. Alors, de nouveau, rapport au savoir. Je cite simplement ici, parce que j'ai aimé ce livre, certains critiquent et tout. Critiquer, c'est intéressant de critiquer, mais vous connaissez Yuval Noah Harari et son livre quand même best-seller Sapiens, un livre un peu moins connu, Les 21 leçons pour le 21e siècle, où il nous dit, comme les anciens philosophes, hein, que la seule constante dans l'éducation, la seule qui devrait être considérée finalement au travers du temps, c'est le changement. Et dans ce conseil, cette leçon numéro 19, il nous dit que probablement la capacité la plus importante sera celle d'affronter le changement, d'apprendre des choses nouvelles, de préserver son équilibre mental dans des situations peu familières. Il faudra savoir se réinventer sans cesse et ne me demandez pas pourquoi j'ai dessiné, j'ai pris l'image de cette petite boule juste à côté. Mes conclusions. Pourquoi changer? Pourquoi changer? Alors, si vous vous souvenez un petit peu, je reprends ici les conclusions que j'avais tirées en 2001 à Lille. Il faudrait peut-être considérer d'autres formes de savoir comme référent à l'évaluation des technologies. D'autres vous en ont parlé, hein, je sais très bien, liées à la fois aux compétences socio-affectives, émotionnelles, pratiques, aux différents savoir-être, aux attitudes, aux comportements, et aussi cette histoire de proximité des méthodes et de la manière par laquelle un individu va apprendre. On pourrait faire bien sûr tout un développement. Je ne crois pas que ce serait utile avec le public qui est ici, mais qu'est-ce que c'est finalement apprendre? Alors, pardon,
Je rajoute simplement ici ce par quoi je suis passé un tout petit peu, les objectifs qui se muent en termes de compétences, qui deviennent maintenant des acquis d'apprentissage, les évaluations, un plaidoyer pour aller vers d'autres formes d'évaluation, les outils, je ne les ai pas mis beaucoup en évidence, on me dit toujours que je ne pense qu'aux outils, mais enfin bon… quand même, dire que l'outil n'est que l'outil à des personnes comme vous qui travaillez le numérique, je ne sais pas, mais ça fait un peu drôle, quoi. Bien sûr que l'outil n'est que l'outil, c'est une sorte de périphrase, de pléonasme, d'oxymore, je ne sais pas, mais c'est quand même un outil particulier. Il est en train de modifier nos façons de vivre, d'acheter, de lire, de communiquer avec les autres, etc. C'est plus qu'un outil, hein. Je fais référence à une communication que j'ai entendue, ça devient un instrument de construction d'identité, de savoir, de compétences. Les méthodes, évidemment. Alors, évidemment, je ne vais pas vous laisser sur ces conclusions de 2001, j'ajouterai quelques petits éléments à méditer. Un peu comme Michel Serres, je pense que le numérique peut avoir des performances émancipatrices. Il nous permet de faire d'autres choses. Comme tous les outils dans l'humanité nous l'ont permis finalement d'avancer. Mais je vous l'ai dit, pas croire que c'est automatique, que le fait dont on dispose de l'outil va résoudre le problème. Non, je pense qu'il faut que l'école vraiment mette la préparation des élèves à cette autonomie responsable vraiment au-dessus du tableau noir. Alors, chacun doit pouvoir, dans cette école, y trouver son élément. Les technologies nous invitent, je l'ai dit, à différencier les enseignements pour que nous qui écoutons ici, mais nos élèves aussi, les apprenants, puissions adapter nos apprentissages au contexte. C'est la seule solution pour sortir des ornières, finalement. Éloigner des extrêmes. Est-ce qu'il faut faire de la présence ou de la distance? C'est quand même mieux la présence. Hein? Ah oui, et le magistral et l'actif. Ah oui, mais si on fait que de l'actif, arrêtez avec vos histoires. Il n'y a que vraiment des chercheurs qui vont aller essayer de tirer, si vous voulez, sur les concepts pour les écarter au maximum et pour essayer de voir des différences. Non, je vais vous parler de l'hybridation. L'hybridation entre les savoirs et les compétences. Hein. Souvenez-vous de ce que disait Salomon. Les hybridations présence-distance, ISUP, les humanités numériques, hein, comme on parle Milad Douéhi, les rapports entre l'école et la société doivent devenir une façon d'être dans une humanité numérique. Donc, un peu moins de décontextualisation, de savoir distiller, que certains appellent mort d'ailleurs, c'est normal s'ils sont distillés, mais des théories, des règles, des recettes, des invariants et de certification quantitative, un peu plus de contextualisation, d'évaluation formative, de recherche de sens, d'interprétation des savoirs, d'esprit critique pour sortir du prêt-à-penser. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas perdu en ce vendredi soir. Et maintenant, je redonne la parole. Je vais quitter ma présentation, arrêter de partager et je vous retrouve. Ah vous êtes encore là, c'est bien. Merci beaucoup, Marcel. Je crois que normalement, c'est à ce moment-là qu'arrivent les applaudissements sur les écrans. C'est vrai que ça fait toujours un peu drôle de ne pas pouvoir le faire en temps réel. Merci. Et je vais donner la parole au public. Alors, peut-être quand vous avez envie de vous exprimer, allez-y, soit avec la main levée, si je retrouve la liste des participants, ici. Alors, directement, Isabelle Hédiguer qui avait une question.
N'hésitez pas à me bousculer, hein. Ah non, ce n'était pas une question, elle était en train d'applaudir, pardon. Je ne sais pas, c'est souvent comme ça, il y a un grand silence. Peut-être j'ai assommé tout le monde, mais Ah non, non. je sais ce que c'est, Marcel. Dis-moi. C'est parce que j'ai oublié d'arrêter de stopper l'enregistrement. Donc, Ah, je devais stopper l'enregistrement